va faire une émission anti-label. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans votre édito, il me semble que la parole de l'Élysée arrive. Vous confondez la labellisation sauvage avec ce que voudrait le président, qui n'a rien à voir avec ça. Et vous savez ce qu'il veut, le président? J'imagine Parce que moi, j'ai toujours pas compris, en fait, ce qu'il veut. Il veut quoi? Il veut une validation professionnelle de la part d'un organe irréprochable. Et vous en connaissez? Non, mais justement, c'est l'objection que je formule. Oui, parce qu'on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. Mais il n'y en a pas. On pourrait imaginer une recherche désespérée de personnalités incontestables. Mais qui? Vous? Moi? Non, pas moi. Qui nous sommes? Qui donne la vérité? Donc c'est le ministère de la vérité. On en revient toujours à ça. Non. Mais arrêtez avec vos il y a l'Arcom, ça suffit. Je veux dire, tous les gens, effectivement, ont comment dire, la subjectivité existe. Personne. Moi, je n'ai pas à juger mes autres confrères. Je dis, comment dire, je suis abonné, moi, à Mediapart. Je les lis. Je lis Libération. Je trouve ça très bien. J'ai envie de fermer personne. Mais je sais très bien que c'est des biais. Oui. Évidemment qu'ils ont des biais. Ce matin, par exemple, Libération, ils titrent le Sarko-Circus. C'est un biais. Oui, bien sûr. Bon, c'est tout. Mais ils ont raison pour eux. Mais lorsqu'il y a une information, Pascal, qui est clairement fausse, qu'est-ce que vous proposez? La diffamation. La diffamation. Mais la diffamation, c'est la loi. C'est la loi. Mais enfin, si moi je dis quelque chose de faux, le dénommé Éric Antoine m'a inventé un procès. J'ai jamais eu de procès de ma vie. Il m'a dit, il suffit de... Bon, si je dis une bêtise, vous croyez que... Il a dit des sottises, lui. Oui, pas que lui, mais vous croyez qu'on n'est pas... Vous croyez que la chaîne, mais si elle disait des diffamations, mais elle serait attaquée tous les jours, elle ne l'est jamais. Il y a des signalements de l'Arcom, c'est encore autre chose. Mais si on dit des fausses informations, diffamation, c'est la loi. Oui, non, mais... Bon, donnez-moi une information qui a été donnée sur CNews qui est fausse. Il y en a le lendemain, on a dû dire c'est une fausse information, nous nous sommes trompés et nous l'avons dit. J'imagine, ça fait 10 ans que la chaîne existe. Sûrement c'était arrivé, mais comme sur tous les médias. De la même manière que l'autre jour, France Télévisions, qui a pourtant le label, a expliqué que dans son reportage, France Télévisions s'était fait abuser par je crois que c'était un comédien ou un humoriste. C'est ça la règle. En fait, et puis de parler de ça tous les jours, ça n'a pas de sens. Je les ai vus, les pauvres gens à Saint-Malo, qui étaient là en train d'écouter le président de la République pendant 2 heures, en train de parler de son label. Et en plus, il dit des choses qui sont faux. Il dit mal intentionné. Nous n'avons jamais dit. C'est lui qui dit quelque chose qui est faux. En fait, c'est lui. Il dit que jamais une fois on n'a parlé de label d'État. Il dit une chose qui est fausse, et j'en dirai pas davantage, parce que c'est le président de la République. Ce qu'il dit est faux. Dis donc, certains, à l'époque, ont analysé personne. Vous pouvez, la délivrance d'un label d'État. Vous pouvez prendre tout ce que nous avons dit sur cette chaîne. Personne, dans les présentateurs, il est possible que les chroniqueurs, les éditorialistes, c'est encore autre chose. Personne n'a dit Emmanuel Macron veut un label d'État. Personne. Et qu'est-ce qu'il dit hier? Il dit qu'on lui a fait dire ça. Bah écoutez, qui ment? Ça va, quoi. Et il fait une vidéo. Alors sa vidéo, c'était vraiment malin. Ça, c'est évidemment que c'est contre-productif, tout ça. Tout ça n'a pas de sens. Et hier, il remet une couche. Et là, il y a les gens qui sont devant lui comme si c'était Dieu qui parlait. C'est grotesque. Mais elle est là la vraie question, Pascal. C'est pourquoi chaque semaine, le chef de l'État remet une pièce dans la machine? Mais c'est l'art de la diversion. Est-ce que vous comprenez que le bilan est catastrophique? Je veux dire, c'est quand même essentiel. Donc c'est l'art de la diversion. Donc il remet une pièce dans la machine pour parler d'autre chose. C'est une diversion, c'est une obsession. Il l'a depuis longtemps. Oui, évidemment, ça l'ennuie, évidemment. Ça fait un mois qu'il tourne autour du pot. Oui, enfin, il y a d'autres choses à penser. Alors, bon, on va faire une émission anti-label. Par exemple, le sujet que vous allez voir, là, effectivement, il passera sur aucune autre chaîne. C'est le youtubeur allemand Lucky L030 qui s'est une nouvelle fois rendu dans une cité française. Cette fois-ci, c'est dans la banlieue de Grenoble à Échirolles. Dans la vidéo, les trafiquants de drogue ont fièrement exposé leurs armes, leurs stands de tir ou encore leurs plaquettes de cannabis. Ça me paraît beaucoup plus important que de savoir s'il faut un label ou pas. Ah oui. Vraiment. Mais ça, c'est là qu'il devrait être le président, dans les cités. C'est là qu'il devrait, depuis 10 ans, et essayer que la sécurité, à Rennes, à Nantes, etc., que les Français soient protégés. C'est ça son job. C'est pas de mettre des labels sur sur les organes de diffusion. Alors voyez ce sujet. Ce sujet qui est commenté par Mathieu Devez. Sa mère, on va s'en sortir. Voici comment débute cette vidéo postée par un youtubeur allemand.
Tourné dans le quartier d'Échirolles, rien n'est caché. Tout est filmé sans le moindre scrupule. Ici, la présentation d'un coffee shop, un point de deal, avec les tarifs des différentes drogues détaillées. Les dealers montrent des pochons de drogue, cocaïne, cannabis, tout se vend. La démonstration va même plus loin. Des armes à feu sont montrées fièrement à la caméra. 9 mm, ça va. Pendant 30 minutes, on voit aussi l'ambiance du quartier. Les tournages de clips, les rodéos urbains et des stands de tir improvisés sur un panneau de la ville. Ici, c'est nos stands de tir. Chaque nouvelle arme qu'on achète, on est sur ce panneau-là. Grenoble fait face à une insécurité grandissante. Sur cette carte, les différents points de deal du secteur. En 2024, l'agglomération a recensé une 50aine de fusillades liées au trafic de drogue. Un quotidien montré sur cette vidéo qui n'étonne plus les forces de l'ordre. Bien évidemment, c'est un sentiment d'impunité et surtout une banalisation de la violence, une banalisation le fait de posséder des armes. Et c'est ce qui se traduit chaque jour à Grenoble, inlassablement, année après année. Contactés, les mairies de Grenoble et d'Échirolles n'ont pas répondu à nos sollicitations. Alors ça, c'est un sujet anti-label, parce qu'en fait, ça devrait être la une de tous les journaux. Et c'est un youtubeur allemand qui est obligé de le faire. Donc on est là, dans un souci de la presse française qui ne veut pas traiter ces sujets-là. Ce sur quoi je m'interroge, Pascal, c'est le point. Ce qui se passe là est scandaleux. Je suis tout à fait de votre avis. Est-ce que véritablement ça peut être généralisé? C'est la question que je me pose. Est-ce que toute la France est dans cet état? C'est le problème. Le problème aujourd'hui, c'est une question que je me pose. C'est une question. Vous la posez encore cette question? Vous êtes sérieux? Mais vous non, êtes sérieux? Vous me posez la question de savoir s'il y a si ce type de... Si c'est partout le cas. Mais vous posez encore la question? Mais bien sûr. Ah bon, mais vous savez pas ce qui se passe à Rennes? Vous savez pas ce qui se passe à Nantes? Vous voyez pas les gens qui témoignent? Mais vous vivez où? Mais maintenant dans les villages. Vous vivez où? Mais vous vivez où? Pardonnez-moi de le dire comme ça, vous vivez où? Mais attendez, Pascal, le sommaire de la généralisation... Mais qui a dit que c'était général? Mais ça existe. Mais on a le droit de se demander si Échirolles est toute la France. Mais le problème, c'est que ça l'est déjà. Ça l'est déjà, même dans les villages. J'écoutais sur Europe 1, il y a eu une information où il y a 3-4 jours, je crois, dans un village, ils ont tué une jeune fille qui roulait en voiture parce que soi-disant c'était une dealeuse, d'après ce qui était dit, dans un village. Dans un village, je crois qu'il y a 600 habitants. Donc c'est pas, en plus ça a une vraie signification, puisqu'en général on dit que c'est lié à des zones concentrées avec des immeubles et des endroits qui sont entre guillemets qu'on a appelés des ghettos, et que donc c'est quelque chose qui serait différent du bon vivre ailleurs, de la vie paisible en France. Ça n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les gens, ils ont peur. C'est parce que dans ces quartiers qu'on stigmatise, il y a des gens qui sont normaux. C'est-à-dire qui ont une vie paisible, qui travaillent, qui payent leurs impôts. Il y a des gens qui ont une vie citoyenne. Et ceux-là, ils vivent dans la peur. Ça, c'est le premier point. Mais maintenant, il y a une hémorragie. C'est-à-dire que cela va beaucoup plus loin. Qu'il y ait un meurtre d'une dealeuse dans un village de 600 ou 1000 habitants, dans le cœur de la France, pardonnez-moi, mais où on va ? Alors moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, hein. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas mon rôle. En tout cas, Richard Millet. Thibault de Montbrial l'avait dit l'autre jour, en 2024, il y avait eu 173 villes affectées par des coups de feu. Alors, tu vois, est-ce que je peux faire une remarque, Pascal, sur comment dirais-je, la façon dont est présenter le sujet. Un youtubeur banalise la violence. Je ne suis pas sûr que sémantiquement, banalise la violence corresponde tout à fait à ce qu'on veut dire. Oui, vous avez raison. Je pense que c'est plutôt révèle la banalisation, c'est ça. Comme la banalité du mal chez Arendt, n'est-ce pas? Là, c'est la banalisation de la violence. Et c'est ça que devraient faire les journalistes. Et ils ne veulent pas, Philippe. Et même vous dites, est-ce que Échirolles... Mais non, mais moi j'aime devant un tableau même sombre, avoir le droit de mettre un peu d'intelligence et de nuance. Écoutez, Philippe, d'abord, c'est pas très agréable ce que vous dites, mais peu importe. Ce qui se passe à Échirolles, évidemment que tout le monde n'est pas comme ça. Mais ce qui se passe, cette bande à Échirolles, elle existe à Grenoble, elle existe à Rennes, elle existe à Montpellier, elle existe partout en France. Cette bande-là, voilà. C'est ça la réalité. Vous le savez, dès que vous parlez avec des...
Ce matin, on parlait avec une jeune femme qui travaille ici, qui s'occupe de la... du fonctionnement du ménage, etc. Elle dit, mais moi je cours quand je sors du métro, monsieur. Je cours. Alors c'est facile, dans les beaux quartiers, on ne court pas quand on sort du métro. Vous-même, vous êtes à l'abri. Mais évidemment que je suis à l'abri. Moi, je suis dans le 9e. Évidemment qu'on est à l'abri. Et c'est ça le vrai problème de la France. Un des problèmes de la France, il y en a tellement. Mais c'est un problème, plus que de mettre un label ou pas. Ah mais ça, d'accord. Mais oui, mais c'est tout. Non, mais tout je suis totalement Donc, de votre avis. Il y avait des problèmes plus urgents que le label. Mais le problème de sécurité est gigantesque. Gigantesque. Oui, gigantesque. Là, et il est nié par un ancien ministre de la Justice. Et alors, il n'est pas nié par tout le monde dans les services de l'État, hein, parce que quand même, Gérald Darmanin, tout ça, on a compris le problème. Absolument. J'espère qu'on l'a compris à temps, d'ailleurs. Mayalène Trémollet. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Les gens sont vraiment découragés. Emmanuel Macron, 1 mois après le meurtre de Mehdi Kessassi, est attendu à Marseille la semaine prochaine. Donc il y a une opération XXL qui a été lancée dans les quartiers nord avec 1500 forces de l'ordre déployées, etc. Et ce qui est intéressant justement dans les articles qui en parlent, c'est que les gens qui vivent dans ces quartiers n'y croient même plus. Ils sont même plus heureux de voir arriver ces forces de l'ordre. Ils se disent c'est un énième coup de communication qui à la fin ne donnera rien puisque dans une semaine tout le monde sera revenu et le point de deal aura repris son travail de manière très régulière. Ils ont hélas raison. Évidemment. Et comme on l'a dit l'autre jour, il y avait 6000 personnes pour M. Kessassi dans la rue. Et vous n'aviez pas une personnalité de type un rappeur, on l'a dit, un grand sportif, on l'a dit, etc. Ils sont aux abonnés absents. Ils seront tous dans la rue pour défiler contre le Rassemblement national. Il n'y aura pas de souci. Parce que c'est sans risque. Oui. Mais se mouiller avec les narcotrafiquants, c'est beaucoup plus grave. Ce qui est révélé, c'est Pascal Garbarili. C'est tellement triste. C'est la fracture totale de la France. Voilà, c'est sûr. tout. C'est qu'aujourd'hui, il y a 2 France. Voilà, point, c'est horrible ce que je dis. Il y a 2 France, mais c'est toujours la même qu'on va chercher. C'est-à-dire que là, alors, on voit des armes, on voit des liasses de billets, on voit le rodéo urbain. Mais par exemple, on a appris hier qu'il va être lancé, par exemple, des nouveaux radars. Des nouveaux radars où lorsqu'on sera flashé, on pourra perdre 8 points d'un coup. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, le radar verra si vous avez bien votre ceinture de sécurité, si vous respectez bien les distances de sécurité, si vous êtes sur votre téléphone ou pas. Là, par contre... Est-ce qu'on imagine un seul instant qu'on va aller installer ces radars dans ces quartiers-là ? Mais vous avez tellement raison. C'est-à-dire que ceux qui sont visés, comme l'État est fort avec les faibles avec les forts. Donc voilà. Et on l'a vu avec le Covid. C'est-à-dire que pour faire manger la grand-mère ou le grand-père dans la cuisine ou prendre un petit café debout, là, ils sont très forts. Mais pour agir sur le régalien, ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas parce qu'on ne se donne pas les moyens. C'est-à-dire qu'il faut faire tolérance zéro avec des sanctions qui soient XXL. Vous n'en sortirez pas autrement. Donc, vous n'en sortirez pas autrement. Donc, un jour, quelqu'un le fera. Ça sera, c'est-à-dire qu'au premier truc, tu iras pour longtemps à l'ombre. Et tu n'en sortiras pas. Tu ne sortiras pas d'un système extrêmement répressif, sauf si vous avez une autre idée. Hein. Les sanctions qui sont souvent prononcées... Maître Garbarili. Moi, je suis avocat, donc, entre guillemets, c'est le citoyen qui parle. Mais les sanctions qui sont prononcées face à certains délinquants, je parle de la petite délinquance, où on leur met des amendes. On leur prononce des amendes, on sait qu'elles ne seront jamais recouvrées. Donc voilà, par exemple. Bon, on va faire une émission anti-label, je l'ai dit. La deuxième sujet du jour, c'est une journée de mobilisation du Conseil régional d'Île-de-France. C'était dédiée à la sécurité des femmes dans les transports. Une journée organisée par la région Île-de-France Mobilité. Pour rappel, les femmes représentent 91% des victimes d'agressions sexuelles dans les transports. Un chiffre publié en mars par l'Observatoire de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Alors, vous allez voir ce sujet avec 1486 victimes d'agressions sexuelles. C'est un sujet d'Antoinette de la Roulière. Et on parle dans l'Île-de-France. Ah, c'est un sujet de Mathieu Devez, me dit Marine Lançon. Donc voyons le sujet de Mathieu Devez. 1486, c'est le nombre de victimes d'agressions sexuelles dans le réseau de transport d'Île-de-France. Un chiffre en augmentation de 9% sur un an et de 62% par rapport à 2016. Mais c'est l'origine des auteurs qui retient le plus l'attention. En 2024, en Île-de-France, 62% des agresseurs étaient étrangers, contre 40% en 2016. On sait que parmi ces étrangers, environ 2/3 sont des ressortissants du continent africain, soit de pays du Maghreb, soit de pays d'Afrique subsaharienne. Donc il y a un très fort facteur de représentation sur ces étrangers-là, de ces pays d'origine-là. 42% des faits ont été enregistrés sur le réseau ferroviaire, 31% dans le métro et 28% dans les bus et tramways. Une situation dénoncée par le collectif féministe Némésis.
Aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus se déplacer en sécurité dans leur pays. C'est-à-dire que le soir, quand on prend les transports en commun, eh ben, on est alerte, on est en alerte permanente, on est en train de regarder derrière nous, savoir ce qui va nous arriver, on change de tenue, on adapte notre façon de s'habiller, d'être vigilant. À l'échelle nationale, 41% des agressions sexuelles dans les transports en commun ont été commises par des étrangers en 2024. Bon, ça, c'est un sujet qui ne passera nulle part. Voilà. Parce que quand on commence à dire que 62% des agressions sexuelles, ce sont des étrangers, ça ne passera nulle part. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le dire ou pas le dire? C'est quoi le travail d'un journaliste? Moi, je pose la question aux uns aux autres. On doit le dire, évidemment. On doit le dire. Et pourquoi les autres ne le disent pas? Mais parce que, à la fois, on ne veut pas montrer l'état réel de la France, et on ne veut pas stigmatiser les étrangers. Merci. Alors qu'il y a une multitude d'étrangers très honorables, mais les transgresseurs, qu'ils soient étrangers ou français... Les étrangers très honorables, d'ailleurs, ils demandent à ce que ça soit dénoncé. Parce qu'ils veulent que la part des choses soit faite. Et bien sûr. Et bien sûr qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Qu'est-ce que disent en ce moment les gens qu'on rencontre très souvent? Ils disent, vous savez, on vous écoute parce que vous dites la vérité. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'ils disent souvent, ce que les gens... Bah oui, au moins vous dites la vérité. Les autres, ils ne veulent pas parler de ça. Ils ne veulent pas parler de ça. Ça fait des années qu'ils ne veulent pas parler de ça. Tant que, je sais, le succès de CNews, il s'arrêtera le jour où d'autres en parleront des sujets. Hein. C'est les sujets qui font le succès de CNews. Et j'ai remarqué, je vous l'ai dit plusieurs fois, qu'il y a une petite inclinaison. Je trouve que TF1 et Le Parisien ils ont bien pris... Le Parisien, c'est clair. Bah oui. Ils ont, depuis longtemps. Ouais, pas depuis longtemps. Mais, et le journal de TF1. Journal de France 2, non. Parce qu'ils veulent pas. Mais journal de TF1, ils ont bien compris. Ils ont raison d'ailleurs, en fait, on témoigne de la réalité. Une question pour vous, Maï-Hélène, qui est une jeune femme. Quand vous voyez, par exemple, cette jeune femme qui témoigne dans le reportage, qui dit, moi, dans les transports en commun, je suis vigilante. Est-ce que vous prenez le métro dans Paris? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que le soir, vous hésitez à prendre un métro? Est-ce que vous préférez prendre un taxi? Que sais-je? Moi, je suis vigilante en fonction des heures et des lieux où je suis. Donc, le soir tard, oui. Le soir très tard, j'évite le métro en général. Après, ça dépend de la fréquentation dans les transports en commun. Et ça, pour moi, ça dépend vraiment des lieux et des heures. En revanche, même autour de moi, je pense que toutes les jeunes femmes ont à peu près les mêmes réflexes. D'ailleurs, qu'elles soient plus prudentes ou non, moi, dans mon entourage, la plupart des jeunes femmes que je connais ont ces mêmes réflexes de le soir, on rentre pas seul tard. On surveille en fonction du quartier dans lequel on est, surtout à Paris. En fait, surtout à Paris. Ce qui n'existait pas, évidemment, il y a 30 ans. Ah ben ça, je ne sais pas. Bon, voilà, ni en province ni ailleurs. Donc là aussi, c'est témoigne de la réalité. Mais ce qui est terrible, parce que vous parlez des médias, la différence de traitement entre les médias, mais ces chiffres, ils sont connus. Les politiques ont ces chiffres. Oui, ça, c'est les chiffres officiels. Hein. Ce sont des chiffres officiels qui viennent de la préfecture de police de Paris. Mais le plus terrible dans tout ça, c'est peu importe la différence de traitement dans les médias. Finalement, c'est les politiques, les responsables politiques qui ont ces données qui sont factuelles. Ceux qui refusent toujours de faire le lien qu'il y a entre immigration et insécurité, mais c'est incompréhensible. Le sens de tout ça derrière, c'est quoi? Que les journalistes fassent leur travail différemment, d'accord, mais que les politiques parviennent à analyser le plus objectivement possible ces chiffres, et ils ne le font pas. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, c'est les deux sujets. Richard Millet. Je voulais simplement dire que moi, en tant qu'écrivain, en 2011, pour avoir dit dans une émission de Frédéric Tadei la question que je me posais à me retrouver en minorité, disons ethnique, je ne peux pas dire autre chose, dans le RER, j'ai été lynché par les médias et les écrivains. Voilà, c'est tout. Je ne disais pas, c'est pas bien, je dis, posez la question. Bon, est-ce que je modère ou pas? Est-ce que je dois modérer ça? Je ne sais même plus, parce qu'à chaque fois que vous parlez, je me dis... Qu'est-ce que j'ai dit de... Rien. Bon. C'est Frédéric Tadei, je vais tout dire. Mais non, mais Frédéric Tadei, c'était intéressant, mais je pense qu'il ne pourrait plus faire son émission aujourd'hui. Hein. Si, je crois. Ah non. Mais Frédéric Tadei, il a reçu des gens dans les années 2000, oui, mais parce que justement, comme Pivot d'ailleurs, en fait, tu recevais tout le monde. La règle, c'est que tu recevais tout le monde dans les années 70, 80, 90. Même des gens parfois qui disaient des horreurs. Je vous rappelle que Robert Forisson a été reçu un matin sur Europe 1, précisément. Je crois que c'était Yvan Levaille qui l'avait reçu, et il y avait une tribune dans Le Monde. Bon, Robert Forisson qui niait les chambres à gaz. Bon, à juste titre, effectivement, je ne suis pas certain qu'il faille donner la parole à tout le monde, parce qu'il y a des gens, effectivement, il faut mieux éviter.
Bon, même si la liberté d'expression est totale, quelqu'un qui vient dire là pour le coup des contre-vérités. Il a été condamné. Et il a été condamné. Voilà. D'ailleurs, bon. Mais ça, c'était la règle 70, 80, 90, etc. À partir de 2010, peut-être, ou 2005, je n'en sais rien, il y a effectivement le politiquement correct qui se met en place et il ne pourrait plus faire l'émission. Mais il n'a jamais connu le moindre incident dans son émission parce qu'il avait un critère très simple. On peut parler jusqu'à la transgression de la loi. Mais et il n'a jamais eu l'ombre d'un problème. Oui, mais c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure et vous disiez non. C'est ce qu'on vous a dit, la loi sur la labellisation, c'est la loi. Non, mais je ne parle pas de la loi, loi sur la presse. Oui, mais il n'y a pas de label. Oui, mais non, mais je... En fait, vous êtes pour un label ou pas, au fond non, parce qu'on ne peut pas trouver une instance irréprochable pour le donner. Donc vous êtes d'accord avec moi, en fait? Mais il m'arrive d'être d'accord avec vous. Mais ça ne m'avait pas frappé en début d'émission. Mais là, vous étiez complètement d'accord. Mais vous avez parfois raison, Pascal. Parfois. Bon. Ça serait bien que le président de la République y vienne un matin, d'ailleurs. Ah ben, ce serait formidable. On aurait une multitude de questions à lui poser. Je lui avais vendu une idée, il m'avait dit oui, il y a très longtemps. Je lui ai dit, venez à l'improviste. C'est-à-dire que venez sans qu'on ait préparé l'émission, sans que les éléments de communication soient faits, parce qu'avec l'entourage, posez ci, posez ça, etc. Bon, venez dans l'émission, comme ça, en disant, je vous écoute tous les matins, vous dites du mal de moi, j'ai envie de répondre. Ça serait formidable, ça serait... Et c'est étonnant qu'il ne l'ait jamais fait. Parce qu'il aime bien progresser un peu. Et puis comme il est... Voilà, on pourrait échanger. Et il saurait se débrouiller. Il n'y a pas de problème. Le mot se débrouiller, c'est juste. Non, mais il saurait répondre. Mais évidemment. On pourrait le contredire à la rigueur. Évidemment. Donc vous relancez l'invitation ce matin, Pascal. Bon, oui, mais je suis sans